Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Quelle sorte de saison estivale connaîtront les agriculteurs de notre secteur et du secteur Abitibi-Témiscamingue, Abitibi-Ouest en particulier? On sait que l'an dernier, ça n'a pas été facile. Dame Température n'a pas collaboré beaucoup. Et puis, on espère au moins que cette année, elle va aider ces agriculteurs parce qu'on a besoin d'eux autres. Ça, je le dirai jamais assez. C'est un secteur, on parle du secteur minier, on parle du secteur forestier. Oui, c'est important, on ne dira jamais, mais on tend un petit peu à délaisser le côté agricole et Dieu sait comment que c'est important, ce secteur-là. Également, quelle sorte de gros dossiers que notre président de l'UPA va porter cette année, comme il en porte aussi à chaque année. Il se débrouille toujours très bien avec. Alors, pour nous parler de tout ça, je reçois le président de l'UPA Abitibi-Témiscamingue, M. Sylvain Vachon. M. Vachon, bonsoir. Bonsoir et merci pour les bons mots. Ah, ça fait plaisir, M. Vachon, mais une chose est certaine, ces mots-là sont vrais. C'est aussi simple que ça. On en parlait avant d'entrer en onde et puis sans nommer personne. Des fois, il y a des personnes qui ont plus de misère que d'autres à avoir. C'est leur problème à eux autres. Puis M. Vachon se fait toujours un devoir d'être présent et je vous en félicite. Et vous remercie, M. Vachon. Ça me fait plaisir. Quand, d'entrée d'émission, je disais que il y a une madame, qu'il y a beaucoup de personnes qui se fient sur elle quand on parle de festival ou peu importe. Mais quand on parle du domaine agricole, cette grande dame-là qui s'appelle Température, elle peut jouer un rôle fatal ou un bon rôle pour les agriculteurs. Puis comme je le disais, 2014 a été très difficile. 2015, on espère. Oui, regardez, c'est sûr qu'on espère toujours avoir de bonnes températures. On semble avoir à s'aligner pour un autre printemps qui est tardif. Fait que, et il faut comprendre qu'on va subir encore les conséquences de la mauvaise automne de l'année passée. Ça va traîner encore. Ah, oui. Tout à fait. Là, il y a des récoltes qui n'ont pas été terminées, les travaux au champ qui n'ont pas été faits parce que là, il fallait terminer la récolte des grains avant de labourer, faire les travaux au champ. Et ça, c'est sans compter les dommages qui ont été faits dans les champs là, avec l'équipement. Tu n'as pas le choix. C'est le fruit de ton travail. Financièrement, tu as l'obligation de récolter pour faire les paiements durant l'hiver. Et ça va créer des problèmes là, encore pour une couple d'années. Ça fait que ça, nous, on parle de dossiers difficiles qu'on drive actuellement. Bien, le dossier assurance récolte. Dans les céréales, en est un. Puis même s'il y a eu une annonce qui peut sembler très intéressante, 1,2 million là, pour les dommages causés l'an passé aux récoltes de céréales, c'est une fraction. C'est très peu. C'est une fraction des pertes réelles causées aux producteurs. On extrapole, nous autres, là, l'UPA, là, un peu là, avec les données qu'on a recueillies. Et les pertes minimale qu'on évalue, c'est de l'ordre de 5 millions pour les producteurs de la région. On a eu 1,2 million. Vous voyez qu'on est loin. Un petit verre d'eau dans un océan. Tout à fait. Et ça, c'est sans compter les conséquences, comme je vous disais, sur l'année à venir. Fait que ça veut dire, M. Vachon, que ce qui s'est passé l'an dernier, vous l'avez bien expliqué, mais tout ça va suivre au cours de l'année 2015. Fait que là, c'est sûr qu'il faut absolument que la madame qui s'appelle Température soit avec vous autres. Parce que une autre année, comme 2014, est-ce qu'elle pourrait être néfaste pour plusieurs agriculteurs? Oh oui, non, écoutez, il ne faut pas se leurrer. Là, quand on investit des sommes colossales dans l'ensemencement, qu'on fait le travail, qu'on protège nos récoltes des ravageurs, etc., et qu'il nous reste une chose à faire, c'est d'aller chercher le grain dans le champ, de l'entreposer pour le vendre, et que la dernière opération n'est pas capable de faire, toutes les dépenses sont là, il y a seulement le revenu qui n'est pas là. Et ça, c'est sûr qu'il ne faudrait pas subir plusieurs années d'affilée comme celle-là. Ça serait problématique pour plusieurs entreprises. Bon, pas suivre. C'est sûr que c'est pas... moi, j'aime pas crier au loup pour rien. Non. C'est pas ce qu'on souhaite. Mais moi, je suis convaincu que si on continue à travailler de manière efficace, main dans la main avec la financière agricole, le dossier 2014 devrait être plus satisfaisant et va donner justement la bouffée d'air aux producteurs pour être capable là, de faire face à leurs engagements à venir 2015-2016. Alors, comme disaient nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, il va falloir mettre des chapelets sur la corde à neige.
va falloir remettre une bonne rangée entre les cas. En tout cas, l'année passée, ça n'aurait pris Ça plusieurs. n'aurait pris. Monsieur Vachon, on va aller dans un dossier qui est quand même délicat, mais ça commence à faire des vagues un peu. C'est la gérance des zones agricoles par les municipalités au lieu de par la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le CPTAC, qui appelle. Il y a un maire qui est venu ici, qui nous en a parlé. On peut le nommer. M. Hood. C'est en plein ça. M. Hood a fait une sortie en disant qu'à chaque fois qu'on fait une demande à la CPTAC, c'est toujours non. Bon. Puis, il a même mentionné votre nom aussi. Puis, de toute façon, on n'embarquera pas dans une polémique. Là. Non. Le but de l'émission n'est Non, pas j'aime là. bien M. Hood. Là. Oui, c'est un homme très gentil, qui se fait toujours un plaisir d'ailleurs de venir à mon émission. Mais seulement que pour cette gérance-là, est-ce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'une municipalité fait une demande, c'est toujours non? Non, bon, là, on va rectifier Okay. on va mettre des faits en place. Oui, là. oui. 60% de mémoire, là, c'est de l'ordre de 60% des demandes de morcellement de plus de 60 hectares ou 40 hectares sont acceptées. Ça veut dire que la CPTAC dit toujours non, c'est erroné. C'est sûr que dans certains dossiers, ça peut, si on réessaye toujours le même dossier, à maintes reprises, si la première réponse était non, la deuxième puis la troisième va être non encore. Parce qu'il n'y a pas eu de changement dans le dossier. Il faut comprendre une chose. On n'hésite pas à déplacer des villes complètes pour exploiter un gisement d'or. Hein? Et on accepte. C'est difficile, mais on l'accepte parce que c'est une création de richesse. Et nous, là, on ne déplace pas de ville. On veut juste pas que la ville empiète sur un gisement qu'on appelle la terre agricole. Gisement agricole, on peut l'appeler comme ça. C'est un gisement, ça crée de la richesse année après année. Oui. Et ce gisement-là, moi, j'ai la responsabilité d'être le chien de garde, de vérifier pour m'assurer qu'on préserve ce potentiel de revenus intéressant pour l'agriculteur, pour la région et pour le Québec. Okay. Ceci étant dit, là, on peut dire, présentement, il y a un paquet de terres en friche qui ne sont pas utilisées et qu'on ne peut pas dézoner. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est une réalité. Moi, ce que je dis, c'est qu'en 97, quand j'ai commencé en agriculture, là, moi, Sylvain Vachon, j'ai défriché énormément de terre à Palmarol parce qu'il y avait une rareté de terre. On n'avait pas de terre pour cultiver, il y avait une effervescence en Abitibi-Ouest, tout le monde se chicanait pour louer des terres. Il y avait une pénurie de sol. Moi, j'ai mis des animaux au pâturage jusqu'à Guyenne pour venir à bout de produire chez nous. Ça veut dire que c'est une ressource qui est limitée. Là, présentement, ça peut être vrai qu'il n'y a peut-être plus cet engouement-là. Et moi, je vais vous le dire, la raison pour laquelle je pense qu'il n'y a plus cet engouement-là, c'est qu'on a créé énormément d'incertitudes. L'agriculture là, et le politique, c'est interrelié. Là, et depuis plusieurs années, on a créé de l'incertitude dans le champ, on a changé les programmes, il y a eu des mauvaises saisons de récolte à cause de Dame Nature. Et ça l'a dévitalisé notre agriculture de l'Abitibi-Ouest. Okay. Ça l'a changé une dynamique. Et moi, là, je ne faisais pas de partisanerie. Là, il y a un an, là, il y avait un ministre de l'Agriculture que vous connaissez bien, M. Gendron, qui, en l'espace de 18 mois, a mis en place une politique de souveraineté alimentaire. Appelez-la comme vous voulez, la politique. Moi, je m'en fous. L'important, c'est la politique. Et ça, là, c'est en train de créer, justement, un engouement, un dynamisme partout au Québec. Alentour de l'agriculture, ça redonnait le goût aux jeunes de s'investir, ça redonnait au goût aux agriculteurs de dire « Ah, ben là, il y a du monde qui croit en nous », puis on créait de la confiance. Et là, depuis un an, plus rien. Mais est-ce que le ministre Paradis, aujourd'hui, qui est ministre de l'Agriculture, poursuit ce programme-là lancé par M. Pardon? Non? Non. Moi, j'ai jamais, depuis un an, je n'ai plus entendu parler de la politique de souveraineté alimentaire. Puis là, je peux comprendre qu'il n'y a pas ce mot-là, changer le nom, c'est pour ça que je l'ai dit tantôt. Mais la politique, il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Et moi, à ma connaissance, il n'y a plus rien qui se passe par rapport à ça. Les seules choses qu'on a actuellement, là, pour redonner confiance aux producteurs puis s'assurer qu'on dynamise notre milieu, c'est qu'on annonce
avec le rapport Robillard, qu'on va mettre fin à un outil de soutien du revenu qui a permis de créer énormément de richesses en Abitibi-Ouest. Tout ça pour vous dire que l'engouement qu'on n'a pas actuellement est généré par des actions politiques provinciales et que si on veut changer cette dynamique-là, il faut changer notre manière de voir la politique agricole. Et dans l'optique de générer cet engouement-là puis cette création de richesse-là, la base, c'est de protéger le sol agricole. Oui, exactement. Et ça, moi, ça va être... je m'en fais un devoir de le protéger. Puis si on m'accuse de protéger une ressource première qui est le sol agricole, ben je plaide coupable. Je vais plaider coupable parce que ça a trop d'importance pour l'Abitibi-Ouest. On est une MRC agricole. On a 60 de nos terres à fort potentiel agricole. On demande juste d'avoir un environnement favorable pour les cultiver. Et avec les réchauffements planétaires, là, on peut se projeter un peu et se dire que peut-être que ça va être drôlement favorable tantôt l'agriculture en Abitibi-Ouest. Parce que moi, quand je vous ai posé la question il y a quelques instants si cette politique-là était maintenue par l'actuel ministre Pierre Paradis, j'ai été surpris de votre réponse quand vous m'avez dit non. Ben, parce non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque cette politique-là a été mise en œuvre, et encore là, ce n'est pas parce que c'est François Gendron, ce n'est pas parce que c'est le Parti québécois, c'est parce que c'est une politique qui se devait d'être et elle a sa raison d'être. Okay. Puis, aussitôt que ça a été mis en œuvre, moi, j'allais par Internet, sur la terre de chez nous, puis tout ce qui est du domaine agricole, et on n'en disait que du bien. C'était unanime au Québec. Il y avait une unanimité. Ça, c'est rare que ça se passe en agriculture. Non, mais c'est vrai. Oui, je l'ai lu moi-même, oui. En se disant qu'enfin, on se donne une vision, on se donne des pistes d'action, puis qu'on veut se projeter en avant. Et ça nous ramenait à l'époque les bâtisseurs là, qui avaient été présidés par M. Bouchard à l'époque, en 97, qui avait dit au monde agricole, vous, là, allez cultiver, nous, on va s'assurer de vous fournir l'environnement pour que ça soit intéressant. Okay. Et il y a eu et c'est ça qui a généré l'engouement en Abitibi-Ouest, parce que les gens avaient confiance. C'est juste ça que ça prend. Je pense qu'on est après défaire quelque chose qui était bien bâti. En tout cas, c'est une opinion. Là. Puis j'ai toujours dit que moi, je n'avais pas peur d'émettre mes opinions. Et puis, des fois, je me retiens, mais quand même, des fois, ça sort de ça un peu, des fois. Mais comme je l'ai dit, là, puis je veux bien le répéter, puis que ce soit vraiment clair, ce n'est pas de la politique partisane, absolument pas. Quand un programme est bien fait et qu'un programme se porte bien, pourquoi ne pas le continuer quand c'est unanime? Puis ça, ce que M. Vachon vient de dire, oui, moi aussi, je l'ai lu, puis c'est vrai que c'était unanime. Puis moi, j'étais certain, parce que là, je ne suis pas retourné depuis longtemps sur ça, j'étais certain que cette politique-là était en œuvre encore, puis elle fonctionnait, et vous me dites que... c'est pas de la partisanerie, c'est des faits. C'est ça. Et voilà, exactement. C'est exactement... Pour en revenir à la gérance des zones agricoles par les municipalités, qu'est-ce que ça donnerait de plus? Parce que, entre autres, on dit ici que 53 des terres agricoles du Québec sont exploitées. Trop de sévérité, de rigidité et d'inadéquation de la loi sont tellement contraignantes. Ça nuit profondément au développement régional. Quand on dit que la CPTAC reçoit plus de 3 000 demandes par année au coût de 36 000 l'unité. Ça, là, les deux vous remonteront. Moi, j'ai une réserve. J'ai pas eu le temps de... Non, c'est beau. Pas le temps. Je ne connais pas ces chiffres-là. Okay. Ça me surprendrait énormément. Bon, première des choses. Oui. Et l'autre affirmation que ça nuit beaucoup au développement régional? Ouais. Bon, moi, là, ça m'agace. Parce qu'on n'a pas le droit de bâtir une maison dans un milieu rural où ce qu'on veut faire de l'agriculture puis éviter les problèmes de cohabitation. Okay. On nuit au développement régional. Moi, je pense que... Est-ce qu'on bâtit des maisons dans un parc industriel? La réponse, c'est non. Hein? Est-ce qu'on bâtit des usines en plein milieu du centre-ville d'une ville? La réponse, c'est non. On les bâtit dans un parc industriel. Et on fait de l'agriculture en zone rurale. Et nous, là, à l'UPA, on est conscient que il faut absolument garder les gens d'un rang.
Et c'est pour ça que nous autres, à FQM, parce qu'on a des échanges avec la FQM, hein, la Fédération québécoise des municipalités. Oui. Probablement que beaucoup de municipalités ici en Abitibi-Ouest sont membres de la FQM. Et nous, là, on se dit, faire gérer le zonage agricole par les municipalités ou par les MRC serait une erreur majeure. Et à FQM, là, ils disent pas aussi clair, là, mais ils ont des réserves. Parce que de gérer toute cette game de proximité-là, ils n'ont pas beaucoup d'appétit pour ça. Okay. Et je vais vous donner des exemples concrets de problématiques que ça génère, le zonage fait par des petits conseils municipaux qui ne sont pas capables de résister à la pression populaire. Là, je vais vous donner un exemple très concret. Au Témiscamingue, présentement, il y a un projet structurant de 50 millions pour l'agriculture du Témiscamingue qu'on appelle les fermes boréales. Ils veulent investir 50 millions, créer 50 jobs dans la production porcine, fait de manière exemplaire avec des normes qui excèdent les normes du Québec. Il n'y aurait pas d'impact sur l'environnement parce qu'ils ont ces règles-là à suivre. Ils enfouissent le fumier, ça ne sentira pas. À Palmarol, là, on avait annoncé la fin du village de Palmarol. Hein, quand on a annoncé le porcheret de Palmarol, ça allait être Palmaport. Oui, je vous annonce. On voyait des belles grosses pancartes au bord du chemin. Là, puis 10, 15 ans plus tard, il y a encore des maisons qui se bâtissent à Palmarol et les gens sont heureux de demeurer à Palmarol. Je suis de Palmarol et les gens sont. Ça sent pas le porc à tous les jours, puis il y a encore des cochons dans cette porcherie-là. Fait que ça, là, il y a des petits. Par pression populaire, quelques gens des néo-ruraux, hein, qui sont à leur retraite et qui veulent avoir la paix, puis ils veulent surtout pas trop que ça bouge, font des pressions sur les petits conseils municipaux. Et ces gens-là ne résistent pas à cette pression populaire-là et passent des règlements qui sont abusifs, qui restreignent toute activité de production porcine sur lisier et de production avicole. 12 municipalités sur 16 au Témiscamingue avaient ou sont en train de mettre en place des restrictions comme celle-là. Ça, là, c'est un exemple patent de l'inapplicabilité de ce qui est demandé là. Moi, à la place, là, ce que je propose, puis ce qu'on propose à l'UPA, au MRC puis aux municipalités, c'est de dire, on s'assied avec les MRC, puis on prédéfinit les zones de vigiliature sur le bord des rivières, des lacs, pour les gens qui ont les moyens et qui veulent aller se bâtir sur les cours d'eau. J'ai aucun problème avec ça, puis ça nuirait pas à l'agriculture. On prédéfinit dans les zones agroforestières des coins qu'on pourrait bâtir des maisons. Mais dans le dynamique agricole, où on étend nos lisiers, nos fumiers, pour faire pousser nos plantes, parce que quand on étend du fumier, on nourrit nos plantes. On donne à manger à nos plantes. On n'appelle pas ça du bien-être animal, c'est peut-être du bien-être de plantes, je ne sais pas trop. Mais c'est bénéfique pour les plantes, puis on cultive ces plantes-là. Fait que ça, là, c'est majeur, puis nous, on est ouvert à discussion par rapport à ça. Mais de laisser ça plein pouvoir aux municipalités, ça créerait un paquet d'aberrations, puis on détruirait une ressource naturelle qui est le sol. Ça, M. Vachon, est-ce que ça veut dire, si je comprends bien, qu'une ville, prenons que ce soit La Sarre, Macamic, Palmarol, peu importe, est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus de terrain à vendre pour faire progresser l'unifamilial ou peu importe, là, la construction familiale, etc. On n'a plus d'endroits, de place, puis là, on veut s'accaparer des terres agricoles qui sont collées sur une zone villageoise, si on veut, pour essayer d'aller chercher du terrain pour permettre la construction de maisons. C'est un peu ça qu'on veut? Bon, moi, à ma connaissance, il n'y a pas grand village en Abitibi-Ouest qui n'ont plus de possibilité de construction. On va se mettre les choses claires. Là. Okay. Moi, je me rappelle d'un maire d'un village bordé d'une rivière qui me disait « ça n'a pas d'allure, l'UPA refuse tout ». Puis en passant, il faut mettre les choses claires, c'est pas l'UPA qui refuse, c'est la CPTAC qui refuse. L'UPA a un rôle oui, c'est ça. Son rôle, c'est quoi exactement? C'est un rôle, j'irais dire, d'information, d'opinion. On fournit une opinion sur une orientation de la CPTAC et par la suite, ils tiennent compte ou pas de notre opinion et ils posent... C'est assez rare, j'ai vu des dossiers qui ont viré de bord par rapport à une opinion qu'on a émise. Okay. Ça, moi, j'ai rarement vu. Mais le petit village là, que je vous parle, oui. il me dit « ça n'a pas d'allure, bon, la CPTAC refuse tout, vous n'êtes pas ouvert, puis là, il y a du monde qui veut se bâtir, puis ils ne peuvent pas. » Et c'était drôle parce que pendant que ce maire-là me disait ça, il y avait la carte de son village,
Il y avait un paquet de carrés blancs, qui étaient, je le savais, des zones blanches, possibles à la construction résidentielle sur le long de la rivière. Mais personne voulait aller se bâtir là, ils voulaient tout aller dans le vert. Pourquoi? Parce que les carrés blancs, là, les gens demandaient 35 40 000 du terrain, la parcelle de 200 par 200. Okay. Le problème, c'était-tu la CPTAC ou c'était le prix du terrain? On peut se poser la question. Posons-nous la question, c'est d'y répondre. Exactement. Et moi, quand on me dit qu'on empêche le développement économique de l'Abitibi-Ouest en protégeant une valeur économique qui est le sol agricole, ben là, moi, je trouve qu'on charrie un petit peu pire parce que c'est 30 de l'activité économique en Abitibi-Ouest, c'est l'agriculture. Voilà. La coop à la Sarre, à vire parce qu'il y a des agriculteurs qui achètent le stock-là. MHA à Sainte-Rose, s'il y a des taxes qui est payées par ce garage-là à Sainte-Rose, c'est parce qu'il y a des agriculteurs qui achètent des tracteurs là. Et là, on pourrait rallonger la liste bien longtemps. L'activité économique, 30 c'est l'agriculture. Il faudrait peut-être protéger la base de cette activité économique-là qui est le sol. Parce que dans mes recherches que moi j'ai faites, quand on parle de la mission de la CPTAC, on nous dit protection de la loi sur l'acquisition des terres agricoles par des non-résidents. Ça, c'est une règle qui a été mise en place par l'ancien gouvernement, qui était M. Gendron, qui était ministre de l'Agriculture, en réponse à des actions concrètes de résidents de l'extérieur du Québec. Puis là, je vais le nommer, c'est Grand Farm au Témiscamingue, qui était venu acquérir 2000 acres dans l'espace de quelques semaines. Et c'est en réponse à ça pour éviter de un peu freiner l'appétit des spéculateurs de l'extérieur du Québec de venir acquérir des terres. Mais ça règle une partie du problème de l'accaparement des terres. Je ne sais pas si vous aviez l'intention d'en parler. On arrive, doit être là, monsieur. Bon, on va commencer là-dedans. Okay. Mais ça règle un bout du problème, ça ne règle pas le problème en entier. Parce que l'accaparement des terres agricoles, je sais que c'est un dossier qui vous préoccupe énormément, qui préoccupe l'UPA en général. On parle d'un registre des transactions agricoles qui serait confié à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, la CPTAC encore. C'est quoi? Bon, là, premièrement, il y a eu un paquet. Nous autres, quand il y a une problématique, on veut faire bouger un gouvernement, il faut être proposable. Hein? Il faut amener. C'est pas juste de dire il y a un problème, puis règle le problème. Non, il faut aussi, des fois, prendre notre courage à deux mains et dire bon, que devrais-je faire ou que devrons-nous faire pour s'assurer de garder une dynamique territoriale, une création de richesse dans des milieux ruraux comme le nôtre. Bon. Et bon, on proposait un paquet d'affaires. Là, ça passe mal. On appelait ça la SAFER en Europe, c'est la SAFER. On appelait ça ici la SADAC. Ça passe pas la rampe, il n'y a pas d'appétit politique pour ça. Là, ce qu'on dit, au lieu de commencer à trouver des solutions, prenons une pause. Limitons à 100 hectares par propriétaire l'achat de terre. En passant, ça empêche. Au Québec, là, il y a eu 20 transactions. Il y a 20 propriétaires terriens, 20 investisseurs qui ont acheté plus que 100 hectares dans les dernières années par année. Okay. C'est que ça n'empêche pas les producteurs d'échanger entre eux. Le transfert de ferme serait permis, apparenté ou non. Et ça ne permettrait pas aux fonds spéculatifs, Pangea, la Banque nationale, les Renault de ce monde, hein, parce que dans les vins, il y a des producteurs de l'extérieur, qu'on voit ce que ça donne en région. Et on limiterait l'appétit de ces gens-là, le temps de réfléchir et de trouver les bonnes solutions pour empêcher la dévitalisation des milieux ruraux comme le nôtre par des gens qui n'ont aucun attachement au sol, aucun attachement à la région, qui ont un attachement, c'est le rendement. Monsieur Vachon, est-ce qu'au moment où l'on se parle, est-ce que la CPTAC a reçu le mandat officiel du gouvernement pour ce fameux registre-là? Non. Moi, à ma connaissance, c'est non. La CPTAC a un rôle, c'est de faire c'est de gérer la protection du territoire agricole pour s'assurer que, bon, on freine l'étalement urbain. Et moi, c'est pour ça qu'on est ouvert à discuter avec la FQM. Pour trouver des manières de fonctionner, pour rendre ça plus modulable selon ce qu'on se trouve au Québec. Parce que c'est vrai que des fois, ça peut être un peu contraignant
Ça, j'en conviens, et c'est pour ça qu'on est ouvert. Et dire ce qui se passe à Mirabel, ou ce qui se passe dans la ceinture de Montréal, c'est pas ce qui se passe en Abitibi-Témiscamingue. Et c'est pour ça que nous, on est prêts à s'asseoir avec la MRC et les villes intéressées pour discuter et de trouver un consensus sur la manière de construire des maisons, où qu'on les met, etc. Et on espère de tout cœur que ce qui s'est passé à Mirabel ne se passe jamais chez nous, en Abitibi-Témiscamingue. Espérons-le. Est-ce que l'accaparement des terres, est-ce que c'est devenu vraiment une problématique? Ou bien non, si on tente d'en faire un gros dossier? Non, c'est une réelle problématique. Oui. Vous avez seulement à constater un dossier. Je vais vous en parler d'un seul. OK. Les fermes Gérard Renault, qui ont débarqué en Abitibi-Témiscamingue, qui ont acheté 5000 hectares dans une année. 5000 acres, excusez. OK. C'est quand même... C'est quand même beaucoup. C'est quand même quelques fermes. Ben oui, ben oui. Ben oui. Moi, on dit, je suis assez gros, puis j'ai 10 terres. Moi, j'ai 400 hectares. Puis il paraît que je suis gros. Fait que ça, c'est 10 fois plus que ça. C'est 12 fois plus. Même 12 fois plus. C'est quand même puis en un an. Et cette personne-là débarque ici avec des grosses machines et ne respecte pas la réalité territoriale, aucun attachement au sol. C'est un rendement qu'ils veulent, ne travaillent pas de la manière qu'ils devraient. Et ce que ça donne 3 ans plus tard, ben, les machines ont été vendues et les terres tentent des louer à des prix 2 fois supérieurs au marché local. Bon, est-ce que c'est ça qu'on veut pour une habitation dynamique du territoire, une création de richesse? C'est pas avec ça qu'on va créer 30 de l'activité économique de l'Abitibi-Ouest. Monsieur Vachon, aujourd'hui, est-ce qu'un agriculteur peut vendre sa terre, comme vous, mettons, que vous décidez que vous vendez, est-ce que vous pouvez la vendre à n'importe qui? Oui. Je peux vendre ça à n'importe qui. Il y a des blocs. C'est sûr que s'il y a un bloc contigu, qu'il appelle, on ne peut pas nécessairement morceler comme on veut, mais si entre agriculteurs, on peut quand même morceler là, 40 hectares, ça passe pratiquement systématiquement. Mais oui, on peut vendre nos terres et on peut vendre à qui on veut. À qui vous voulez. C'est sûr, si c'est un étranger, il y a des limitations. Mais en général, oui. Monsieur Vachon, il reste à peine 1 minute. Une question que je veux vous poser absolument concernant cette fameuse rumeur voulant que la financière agricole du Québec songe à la fermeture des comptoirs de services d'Amos, Flassard et Ville-Marie. Est-ce que c'est fondé? Bon, l'information que j'ai de la financière agricole, c'est qu'ils ne ferment pas les points de service. Les bureaux restent ouverts. Les 3 bureaux qu'on parle. Oui. Les gens, les ressources qui travaillent là, l'information que j'ai, les ressources qui travaillent là seraient ramenées à Rouen et sur rendez-vous pourraient rencontrer des producteurs d'un bureau dans chaque secteur. Ça continue, Rouen qui va devenir assez gros. La problématique que ça génère, c'est que là, on réduit, on amène des gens à faire de longues distances. Est-ce que ces gens-là vont être intéressés de faire ça? On le voit partout. On le voit dans le domaine agricole, on le voit dans le domaine de l'éducation, on le voit dans le domaine de la santé. On centralise les décisions ailleurs qu'en Abitibi-Ouest. C'est extrêmement dommage. Et moi, là, comme fier Témiscabitibien, mais gars d'Abitibi-Ouest, ça commence à me heurter pas mal. Ça vous chicote un peu. Monsieur Vachon, merci beaucoup. C'était très intéressant, puis j'admire votre franc-parler. Puis on va sûrement se revoir parce que le domaine agricole, on n'en a pas fini d'en parler, c'est sûr. Puis il y a toujours des choses nouvelles. Puis merci de votre franchise et de vos dossiers également. On vous souhaite un bel été, j'espère. Nous aussi, on se la fait. Merci beaucoup, Monsieur Vachon. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.